Donc, je vais vous parler du rôle de l'hypnose dans la gestion de la douleur. Je suis effectivement chef de clinique au service de médecine interne générale. Je suis également membre facultaire à l'Université de Genève, à l'unité de développement et recherche en éducation médicale. Et je fais pas mal d'hypnose. Je fais partie effectivement, comme le dit Pierre, un des référents de l'hypnose et le référent de l'hypnose pour la médecine interne. C'était un challenge d'aller à la découverte de l'utilisation de l'hypnose dans l'hémophilie. J'aimerais d'abord vous faire une petite aparté historique. Qu'est-ce que c'est l'hypnose? Donc, l'hypnose, si on se réfère à la culture grecque, hypnos, c'est le fils de qui? C'est le fils de la nuit, donc Nyx, et le fils de Erebos, c'est-à-dire les ténèbres. Et c'est pour ça peut-être qu'on a toujours un peu de crainte quand on parle d'hypnose. Il ne faut pas oublier que Hypnos est quand même le frère, le demi-frère, à vrai dire, de Thanatos, de la mort. Mais c'est consolant de penser qu'en même temps, le demi-frère de Onéros, c'est-à-dire le rêve. Donc, c'est une histoire, l'histoire de l'hypnose qui vient depuis loin. Et le nom, vous voyez bien, il vient de la Grèce ancienne. D'un point de vue sémantique, quand on parle d'hypnose, de quoi on parle? On parle de trois choses en même temps. On parle de l'état hypnotique, l'état de transe. On parle aussi de la technique hypnotique et du type d'interaction assez peculière, assez particulière entre le soignant et le soigné, entre la soignante et la soignée, lors d'une séance d'hypnose. Pour donner deux définitions qui ont été données à un moment donné par deux savantes, deux personnes qui ont révolutionné le concept de l'hypnose, c'est-à-dire Leon Chertok, qui était un Français, un psychiatre français, et Milton Erickson, qui était un psychiatre américain. On peut dire que l'hypnose, l'état d'hypnose, est un état de conscience modifié pendant lequel l'opérateur, le soignant, peut provoquer des distorsions à niveau de la volition, de la mémoire, des perceptions sensorielles. Mais la chose la plus intéressante que j'ai soulignée en noir, c'est que, en l'occurrence, dans le traitement des informations algogènes, si vous voulez, la naissance de l'hypnose vient de la possibilité de l'homme de pouvoir faire face à la douleur quand encore la pharmacopée n'était pas développée comme maintenant. Et tout ça grâce au fait que pendant l'état de transe, on est particulièrement attentive et on développe une réceptivité très intense en augmentation des idées ou en groupe d'idées qui sont suggérées, donc la suggestion par le thérapeute. Donc c'est juste quelques définitions savantes. Ce qui est important, c'est que l'hypnose, malgré elle soit la hypnose, soit le fils de la nuit et le frère du sommeil, quand on est dans un état d'hypnose, on ne dort pas. On peut même dire que l'hypnose est à la veille, c'est que le rêve est au sommeil. C'est un état de veille particulier, nous dit François Roustan, psychologue et hypnothérapeute français, dans lequel qui se caractérise par une atonie musculaire et posturale, avec une activité cérébrale intense, tout à fait comme dans le sommeil REM, dans laquelle on est capable de production onirique. Depuis, je dirais, une quinzaine d'années, les neuroscientifiques sont très intéressés à voir un peu ce qui se passe dans les cerveaux pendant l'état d'hypnose. Donc, malgré, d'un point de vue sémantique, on a du mal à décrire exactement ce que c'est une hypnose, les neuroscientifiques, ils nous disent, mais écoutez, nous, on arrive à détecter l'état de transe, l'état hypnotique d'une façon assez aisée. Donc, à l'électroencéphalogramme, il y a je ne suis pas spécialiste de ça, mais il y a une pattern qui est assez clair avec une réduction de l'activité alpha, tandis que l'activité θ, qui est typique du sommeil aussi, augmente. Et en plus, il y a un changement de pattern des oscillations gamma. Ils ont fait aussi des études de neuroimagerie fonctionnelle, dans lesquelles, du coup, on met des sujets hypnotisés dans des IRM fonctionnels, donc des IRM qui permettent de voir quelles sont les zones du cerveau qui s'activent pendant l'état de transe. Et on voit que malgré le fait que le patient soit assis ou, dans le contexte de l'IRM, couché, donc immobile, pendant l'état de transe, il y a une activation des régions occipitales, pariétales et précentrales du cerveau. Donc, c'est comme s'il voyait, c'est comme s'il éprouvait des sensations, c'est comme s'il bougeait, mais en fait, finalement, il ne bouge pas. Et en plus, il y a aussi une désactivation du précuneus et du cortex singulaire postérieur, peu importe les détails, mais il y a une désactivation de tout ce qui fait que nous sommes conscients de nous-mêmes. C'est pour ça que souvent, les patients, pendant un état d'hypnose, pendant la transe, ils disent,
j'ai vécu des choses et pourtant, je n'étais pas en train de les vivre vraiment. Et en même temps, j'étais moi-même un peu détaché. Quelle histoire l'hypnose? C'est une histoire assez ancienne. Hein. Comme je vous ai dit, à un moment donné, les hommes et les femmes ont dû faire face à la douleur et à d'autres soucis de la vie de tous les jours sans avoir les médicaments. Donc, c'est pour ça que déjà en Mésopotamie, donc 3000 avant Jésus-Christ, on apprend à accompagner les patients avec les paroles. Mais je dirais la renaissance de l'hypnose est en 1700 avec Mesmer, qui devient un spécialiste de ce qu'on appellera pendant longtemps le mesmérisme, hein, où il disait finalement c'était une base théorique qui était tout à fait fausse, mais ça marchait. Il suffisait de réorienter ce fluide magique, entre guillemets, pour guérir. On arrive à fin 1700, début 1800 avec Étienne Félix Denain de Cuvier. C'est celui qui a donné le nom d'hypnose à l'hypnose. Et finalement, la révolution des dernières années, c'était Milton Erickson qui utilise une nouvelle façon d'hypnose. On parle parfois de nouvelle hypnose, d'hypnose ericksonienne. Vous remarquez peut-être qu'il y a aussi une photo de Sigmund Freud, parce que Sigmund Freud lui-même, il a utilisé au début de sa carrière l'hypnose. Après, suite à un accident dans lequel une jeune femme se jetait dans ses bras et sa femme était présente pendant que tout cela se passait, il a dit, l'hypnose, ce n'est pas pour moi. Même si à la fin de sa carrière, il est revenu en disant, mais peut-être il faudrait que la psychanalyse se réapproprie de l'hypnose. Et on peut réfléchir au fait que le setting psychanalytique est quand même assez hypnotique. Non, on a le psychothérapeute qui parle derrière notre dos, on fixe un point lointain, etc. Mais je ne suis pas psychothérapeute, je ne suis pas psychiatre, je suis médecin. Donc, quelles sont les applications de l'hypnose dans la médecine générale? Il y en a de maintes applications. Hein. C'est une technique adjuvante, complémentaire. Elle est particulièrement utile pour la gestion de l'anxiété et de la douleur, c'est-à-dire toute la médecine. Donc, on peut l'utiliser pour des gestes invasifs, comme on fait aux HUG, lors de poses de voie veineuse centrale, ou plus, pour certaines thérapies respiratoire, pour le sévrage ventilatoire. Et en ambulatoire, on peut l'utiliser pour le travail du tabac, l'angoisse de fin de vie. Donc, les collègues palliativistes l'utilisent énormément lors de phobies et après, on ouvre tout le chapitre de douleurs aiguës, chroniques, neuropathiques, de douleurs du membre fantôme. Là aussi, si on fait un aparté sous l'hypnose des douleurs chroniques, il y a de plus en plus de données, il y a énormément de données par rapport à la neuroimagerie. On se rend compte que les suggestions hypnotiques antalgiques, dans lesquelles donc on suggère directement une modulation de la douleur au patient, à la patiente, il y a une modulation de l'activité et de la connectivité fonctionnelle des régions cérébrales clés qui sont impliquées dans l'expérience de la douleur, ce qu'on appelle la matrix pain. Et tout ça amène que d'un côté, on arrive à moduler le caractère affectif désagréable de la douleur. On peut ressentir la douleur, mais être moins en souffrance. J'ai mal, mais malgré la douleur, j'arrive à faire face à certaines choses. Il y a moins ce côté dépressif de la douleur, qui est très connu, mais on arrive aussi à moduler l'intensité de la douleur. Certains patients ils disent, après une séance, la douleur, elle était à 8, 9 sur 10, 7 sur 10, et maintenant, j'ai perdu 2 points. Mais en plus, j'ai un peu plus de recul, je me sens mieux, plus à l'aise. Par rapport aux études cliniques, il y a une flopée, je dirais, d'études cliniques les dernières années, par exemple, dans le rapport entre l'utilisation de l'hypnose dans les lombalgies chroniques. On arrive vraiment à réduire l'intensité de la douleur, et aussi chez des patients avec céphalée, migraine, douleur neuropathique, fibromyalgie, douleur fantôme, on arrive encore une fois à réduire l'intensité de la douleur et aussi la dépression qui est liée à la douleur, le baisse de la thymie. Mais aussi, on augmente l'humeur, on augmente la vitalité, on augmente la relaxation et tout ça, donc ça entraîne un cercle positif, ce qui n'est pas du tout le cas quand la douleur reste là, avec moins de répercussions négatives de la douleur dans la vie de tous les jours. Je fais un spoiler, d'ici quelques semaines, quelques mois, la revue médicale suisse publiera un article écrit par Valérie Piguet, donc qui était au centre de la douleur ici, où elle remet un peu tout ça en place, où elle va vous offrir des données quali et quantitatives, effectivement, sur les études cliniques sur la douleur chronique.
à quoi ressemble une séance d'hypnose et à quoi ressemble une séance de auto-hypnose. On verra bien que finalement, l'auto-hypnose est juste une hypnose qu'on fait tout seul, sans avoir besoin, à un moment donné, du thérapeute. Il y a une phase d'induction où on passe d'une conscience ordinaire, celle dans laquelle on est dans la vie de tous les jours. On passe par une phase de dissociation, on a l'impression d'être là et pas là, jusqu'à quand on tombe, on rentre dans cette phase de transe qui ressemble beaucoup à ce que vous vivez tous les jours, par exemple, quand vous êtes concentré dans une activité dans laquelle vous prenez plaisir. Ça peut être la lecture, ça peut être une balade. Et à ce moment-là, le travail hypnotique proprement dit peut commencer. On est dans une phase dans laquelle on est extrêmement suggestionnable aux suggestions, aux métaphores, à l'imagerie. Par la suite, on peut se donner une série de suggestions post-hypnotiques. Tout le monde connaît la méthode Coué, donc pouvoir se dire même dans l'état de veille, je vais aller de mieux en mieux une fois que je serai sorti de l'état de transe. Et après, on revient. Le but, ce n'est pas de rester tout le temps en hypnose. On est des êtres humains, donc on est là pour vivre et pas pour rester en transe tout le temps. Et donc, on se réassocie, on se référente, mais le but, c'est d'amener les choses intéressantes qu'on a pu vivre dans notre vie de tous les jours. Je vous présente 3 cas cliniques qui n'ont pas de lien avec l'hémophilie, mais qui vous montrent la puissance de cette approche. Donc ça, c'est 3 cas que j'ai récoltés avec mon collègue Nils Siegenthaler, qui est adjoint aux soins intensifs ici à Genève. Donc, on est voilà, dans la médecine de pointe et parfois extrêmement délabrante. Là, c'était une femme de 67 ans avec une grosse décompensation cardiaque. Elle a la nécessité d'une pause de ce qu'on appelle une ECMO. Donc, c'est grosso modo une machine cœur-poumon qu'on pose avec le patient réveillé et que le patient va garder en place pendant plusieurs jours pour permettre les échanges sanguins. C'est une geste qui est cruant, douloureux. Vous voyez bien la taille des tubes. Et mon collègue l'a accompagnée en utilisant des souvenirs de la patiente, qu'elle se voyait en vacances, elle se voyait dans un marché provençal. Toujours est-il que pendant toute la durée de la pause de cette ECMO, 1h30, la patiente n'a pas ressenti de détresse, elle n'a pas eu besoin d'anxiolytique. C'était une dame que de base, elle était anxieuse, ce qu'on peut comprendre. Donc le geste long, pendant 1h30, il s'est passé d'une façon tout à fait paisible. Et la patiente, quelques mois après, une fois sortie des soins intensifs, elle a écrit aux collègues en disant « Mais je me rappelle encore de la balade qu'on a fait au marché provençal, quand on a fait le marché ensemble. » Donc, ça change aussi le vécu des patients. Les 2 suivants, c'est 2 patients que j'ai vus. C'était un patient toujours aux soins intensifs, 75 ans. Il avait une maladie pulmonaire grave. Il avait besoin d'un masque à oxygène avec une pression positive. Donc, c'est ce qu'on appelle une VNI. C'est un masque qui permet de mieux oxygéner, mais c'est assez contraignante. Donc, ça ressemble tout à fait à ce que vous voyez sur la gauche. Le patient, il dit, mais c'est impossible, je ne peux pas faire ça parce que j'ai une claustrophobie. Je dis, OK, mais qu'est-ce que vous aimeriez faire à la place? J'aimerais tellement être en montagne. Et donc, à un moment donné, on est parti aux soins intensifs, on est parti vers la montagne, vers sa montagne. Donc, vous reconnaissez sûrement le Cervin. Et donc, je me suis limité à dire, bah, voyez un peu ce qui se passe à la montagne. C'est un peu comme ici et maintenant. Votre respiration est différente et vous appréciez chaque pas de ce chemin. Toujours est-il que le patient s'est calmé. En fait, il s'est clairement endormi et il a pu faire sa séance qui a duré 2 heures avec des bons effets à niveau des gaz sanguins. Et un dernier cas, toujours une patiente aux soins intensifs, 34 ans, hospitalisée aux soins, pas parce qu'elle avait une pathologie grave, elle avait juste, entre guillemets, des céphalées monstrueuses, ce qu'on appelle des céphalées à coup de tonnerre, sans une pathologie sous-jacente, mais malgré les opiacés, on n'arrivait pas à venir au bout de sa douleur. On débute rapidement une séance d'hypnose, même si la patiente elle était à juste titre très perturbée. À un moment donné, je lui demande, mais qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce qui se passe dans votre tête? Donc, elle m'avait dit qu'elle avait l'impression que ses vaisseaux cérébraux étaient en train de se rétrécir. Elle dit c'est un peu comme si c'était des pruneaux secs dans un bocal. Et donc, la thérapie hypnotique était proposée à la patiente de réhydrater ces pruneaux lentement. Toujours est-il qu'un peu de temps, la dame, bien sûr, il avait aussi un traitement par opiacé, ce n'est pas substitutif, mais complémentaire, mais elle a pu s'apaiser. Et donc, le lendemain, elle est sortie des soins intensifs et elle était suffisamment en forme. Maintenant, quel est le lien entre l'hémophilie et l'hypnose? Est-ce qu'il y en a un? Historiquement, probablement, vous connaissez tous l'histoire des tsars en Russie. Le tsarevitch Alexandre, si je ne me trompe pas, qui avait probablement une hémophilie, même si en lisant dans la littérature, pas tout le monde est sûr de ça.
Le Tsarévitch, à plusieurs reprises, il a fait des crises douloureuses, à plusieurs reprises, il a fait des épisodes d'hémorragie qui ne s'arrêtaient pas, et à plusieurs reprises, il y a eu l'intervention de ce monsieur sur la droite, que vous connaissez tous et toutes, qui est Raspoutine. C'est pour ça, en fait, qu'il est devenu très précieux pour la cour russe. Et une des hypothèses, c'est que Raspoutine, il connaissait, donc il n'était pas juste un mystique avec des pouvoirs surhumains, mais probablement il avait le don du magnétiseur. Donc il faisait de l'hypnose. Et donc, il arrivait à apaiser l'enfant et donc avoir un effet double qui était probablement et sous la douleur et sous le saignement. Mais maintenant, ça c'est l'histoire. Est-ce que la evidence-based medicine, la médecine basée sur les évidences, nous dit quelque chose? On est en train de faire avec ma collègue Jessie Porti, et c'est quelque chose qu'on a déjà commencé à discuter avec Pierre Fontana, de s'intéresser à faire une revue de la littérature, voir un peu la littérature, qu'est-ce qu'il nous dit par rapport à l'hémophilie et l'hypnose. Parce que, idéalement, un lien existe, mais est-ce que ça a été étudié? Donc, avec ma collègue, on a retrouvé 54 articles, 22, ils n'avaient rien à faire avec ça. On reste avec 32. Finalement, on creuse 18 articles et il part à la poubelle parce qu'il ne parle pas du tout de ce qui nous intéresse. On arrive à 14 articles, encore 10, ils sont exclus parce que c'est plutôt des revues de la littérature. Et on arrive sur 4 articles qui parlent de hypnose et hémophilie. 3 articles, c'est des vieux articles des années 70 par rapport à l'hypnose et au saignement, typiquement au cabinet dentaire. Comment l'hypnose peut aider à réduire les saignements. Donc, on parle surtout dans une époque, les années 70, où ce qu'on possède maintenant en termes de pharmacopée, en termes de technique, on ne les a pas. Donc, intéressant, mais je me suis concentré pour aujourd'hui sur l'hypnose et douleur. Donc, on arrive à un seul papier, publié assez récemment, en 2019, par le groupe Nature, donc ce n'est pas mal. Mais il s'agit d'un randomized control pilot trial. Donc, ils étaient surtout intéressés à voir, mais est-ce que c'est faisable de proposer l'hypnose à ce type de patients-là? Évidemment, vous comprenez bien que le but, c'était d'aller voir ce qui se passe quand on propose l'hypnose dans le contexte de l'arthropathie hémophilique, qui vient par la suite des hémarthroses répétées, qui peut amener, vous le savez bien, des lésions articulaires réversibles et à des douleurs chroniques dans le 35-60% des cas, des douleurs qui, pas seulement ils sont chroniques, mais ils peuvent être quotidiens dans plus de la moitié des patients. La douleur, je parlais tout à l'heure de cercle vicieux de la douleur, ce n'est pas la douleur en soi, c'est puisqu'on a mal, on bouge moins, puisqu'on bouge moins, on est moins vivant, puisqu'on est moins vivant, bah évidemment, on a moins cette fatigue positive due à l'effort physique, donc on a des troubles du sommeil, on est fatigué, on manque d'énergie, on est stressé. Donc, vous comprenez bien comment ça monte en puissance. Ce n'est pas que la douleur. Au début, ça part par une douleur et à la fin, on arrive avec un chamboulement de notre vie de tous les jours. Dans cette étude, donc, ils ont pris finalement 18 patients, 10 dans le groupe contrôle, 8 dans le groupe expérimental, des patients dont l'âge était entre le 49 et le 41 ans. Le 90% environ des patients avaient une hémophilie A. Et c'était des patients, c'est ça un peu, je dirais, la limitation du papier, qui avaient des douleurs chroniques qui dataient de plus de 20 ans. Donc, c'est une douleur qui est là depuis longtemps. Dans ce groupe, dans ce petit groupe de 8 patients, donc les thérapeutes ont proposé 4 séances d'1 heure d'hypnose, pas d'auto-hypnose, hein, d'hypnose. Ils se sont rendus compte que finalement, les patients, les 8 patients qui ont profité de ça, donc d'abord c'était une étude un peu pilot, donc ils voulaient voir un peu si le pilotage, si ça pouvait être intéressant, tout le monde a adhéré. Et ils se sont rendus compte aussi qu'il y avait moins d'absence au travail, environ 6-7 jours, un mois par rapport au groupe qui ne faisait rien, entre guillemets, qui faisait comme d'habitude. On avait quand même l'impression que la douleur interférait moins dans la vie de tous les jours. La qualité de vie générale était meilleure, et en particulier la qualité de vie liée à l'hémophilie. Donc les traitements aussi, ils étaient vécus comme moins difficiles et aussi un peu plus d'aisance dans les activités de la vie quotidienne. En revanche, il n'y avait pas de différence d'intensité dans la douleur en tant que telle. Si on revient en arrière, donc on dirait plutôt que l'hypnose, dans ce cas-là, avait l'effet, un bon effet sur tout ce qui était le corollaire de l'hypnose, mais ça ne touchait pas de la douleur, mais ça ne touchait pas l'intensité de la douleur en tant que telle.
C'est pour ça que je trouve que l'auto-hypnose pourrait être particulièrement intéressante. Quelles sont les critiques qu'on peut lever à cet article-là? C'est les auteurs eux-mêmes qui le disent. Finalement, c'était des patients qui avaient au moins 20 ans de douleur. Et on sait bien que la douleur chronique modifie le cerveau. On sait bien qu'un positif ou un négatif, le cerveau est doté d'une certaine plasticité. Donc, un cas de séance enlever, moduler l'intensité de la douleur, ça nous semble excessif. Donc, est-ce qu'on ne pourrait pas penser à une hypnose qui vient enseigner préventivement, donc donner à tout le monde la possibilité d'avoir 3-4 techniques d'hypnose auto-hypnotique précocement, à but prophylactique. Et en plus, 4 séances, ce n'est pas beaucoup. Bien sûr, il faut donner le pouvoir au patient, donc lui apprendre l'auto-hypnose. Et là, je vais conclure. Qu'est-ce que c'est l'auto-hypnose? C'est super simple. C'est la même chose dont je viens de parler maintenant, mais qu'on applique à soi-même. Au début, on apprend. Normalement, c'est mieux de ne pas apprendre juste par les livres, parce que les livres ne sont pas ciblés sur la personne. On est tous différents. Donc, le sujet apprend avec un thérapeute à comprendre, à expérimenter la transe pour lui-même, à repérer en soi ce qu'on appelle une zone de sécurité, un safe place, un endroit où on se sent bien. Et une fois qu'on est en transe, une fois où on est dans ce cocon, on peut ancrer par des exercices répétés cet état de transe, donc ça devient de plus en plus facile. Et une fois qu'on est dans l'état de transe, on utilise cet espace pour communiquer avec soi-même et nous faire à nous-mêmes des suggestions de bien-être, etc., etc., etc. Donc, j'espère que vous soyez convaincus ou pas, j'espère bien pouvoir en discuter avec vous, que l'hypnose peut être un moyen, pas alternatif, mais complémentaire, mais efficace, et à un prix qui est tout à fait zéro, grosso modo, pour diminuer l'interférence de la douleur dans la vie de tous les jours, améliorer la perception de la qualité de vie, changer le vécu de la douleur, et possiblement, là c'est pour ça que j'ai mis un point d'interrogation, l'intensité de la douleur. Et voilà, on se termine ici et merci beaucoup pour votre écoute et je suis là si vous avez des questions.